Chaque année, plus de 10 milliards de mètres carrés de plaques de plâtre sont produits dans le monde, suffisamment pour couvrir des millions de maisons des États-Unis à l'Europe. Ce matériau, apparemment simple, est devenu la colonne vertébrale même de la construction moderne. Pourtant, le voyage qui transforme des minéraux bruts en murs plats que nous voyons chaque jour cache un processus industriel incroyablement complexe. Comment exactement transforme-t-on du gypse brut en plaques parfaitement plates et uniformes? Quel est le processus qui permet de produire des millions de panneaux quotidiennement? Et pourquoi ce matériau est-il devenu le choix numéro 1 dans la construction mondiale? Ce que vous êtes sur le point de découvrir est un voyage fascinant à travers l'une des industries les plus essentielles de la construction. Dans cette vidéo, nous vous emmenons à l'intérieur d'usines massives pour découvrir comment des millions de plaques de plâtre sont fabriquées. Des mines à ciel ouvert jusqu'aux lignes d'emballage automatisées, chaque étape révèle une ingénierie impressionnante. En Europe, le recyclage de ces panneaux est devenu une pratique courante qui réduit considérablement l'impact environnemental. Préparez-vous à plonger dans l'univers de la plaque de plâtre. Restez bien jusqu'à la fin, le plaque-au-plâtre n'aura plus de secret pour vous. En Europe, et particulièrement en France, les plaques de plâtre sont devenues le standard incontournable de la construction moderne. Plus de 85% des cloisons intérieures dans les nouvelles constructions françaises utilisent ce matériau. Chaque plaque est faite avec un noyau de poudre de gypse, broyé et pressé fermement entre deux couches de papier industriel résistant. Ce mélange crée des panneaux légers, résistants au feu, et offrant une meilleure isolation phonique que beaucoup de matériaux traditionnels. En France, une plaque standard de 1,2 par 2,5 mètres coûte environ 5 à 15 euros, selon l'épaisseur et les propriétés spécifiques. Bien que la plaque de plâtre coûte un peu plus cher que de simples panneaux de bois ou plastique, son installation rapide, sa performance thermique et acoustique et son faible entretien en font un investissement très rentable à long terme. Le marché européen de la plaque de plâtre représente plus de 3 milliards de mètres carrés produits annuellement, avec la France comme l'un des principaux consommateurs et producteurs du continent. La première étape dans la fabrication d'une plaque de plâtre est l'extraction du gypse de chaînes montagneuses massives où ce minéral se trouve profondément sous terre et ne peut être accessible que par de grandes mines à ciel ouvert. Des foreuses puissantes percent des trous de dizaines de mètres de profondeur, créant des puits assez solides pour contenir des explosifs. Des charges spécialement conçues pour l'exploitation minière sont enfoncées profondément dans la roche, de sorte que lorsqu'elles sont détonnées, des couches entières de gypse se libèrent de la montagne. Grâce à ces explosions soigneusement calculées, le minéral est libéré et préparé pour l'étape suivante de son voyage. Une fois le signal donné par le superviseur en chef, l'explosion est déclenchée, envoyant des milliers de tonnes de gypse s'écraser librement du flanc de la montagne. Des excavatrices massives se déplacent sur les piles de gypse fraîchement explosées, ramassant des morceaux pesant plusieurs tonnes à la fois. Chaque machine travaille en rythme, chargeant le minéral dans les bennes de camions plus petits et spécialisés. Ces camions grondent sur des chemins poussiéreux, transportant le gypse vers une zone de stockage temporaire. Là, les chargements sont transférés une fois de plus, cette fois dans des transporteurs géants construits pour gérer des volumes massifs. À partir de ce point, le gypse commence son voyage vers l'usine de traitement où la pierre brute sera transformée en matériau essentiel pour la construction. Des chargements de camions de roches de gypse arrivent régulièrement dans la zone de réception de l'usine. Chaque camion peut transporter plusieurs dizaines de tonnes, déversant directement dans une cour de stockage massive juste à côté de la ligne de traitement primaire. Les ingénieurs sur place enregistrent les numéros et gèrent comment la matière première est distribuée, la préparant pour la première étape de concassage. En moyenne, cette installation reçoit et traite plus de 100 camions par jour, ajoutant jusqu'à des milliers de tonnes de gypse brut entrant dans le flux de production. Ensuite, des excavatrices se déplacent dans la cour de stockage, ramassant des charges massives de roches de gypse empilées devant elles. Elles travaillent en rythme régulier, déversant le minéral directement dans la trémie d'alimentation de la ligne de production. Le concasseur de gypse fonctionne avec deux rouleaux massifs qui continuent de tourner, appliquant une pression lourde sur les roches alimentées à l'intérieur. Les gros morceaux sont saisis fermement et se brisent en morceaux plus petits sous la force uniforme répartie sur la surface du rouleau. Ces roches de gypse contiennent 70 à 80% de gypse pur, et elles sont broyées en particules de seulement quelques millimètres. Cependant, ce processus génère une énorme quantité de poussière, et si les travailleurs la respirent pendant de longues périodes, cela peut conduire à de graves maladies. Une fois le gypse finalement broyé, il est transporté sur des tapis roulants massifs qui se déplacent profondément dans l'usine. Ces tapis s'étendent sur des centaines de mètres de long, fonctionnant sans arrêt à un rythme régulier pour maintenir le flux de matériaux ininterrompu. Grâce au système de transport automatisé, chaque particule de gypse est livrée directement vers la zone de séchage et de traitement pour l'étape suivante de production.
Après le broyage, la poudre fine de gypse est alimentée dans un four rotatif géant pour le processus de chauffage. Durant cette étape, le sulfate de calcium dihydraté perd lentement de l'eau et se transforme en sulfate de calcium hémihydraté, communément connu comme gypse calciné. Les flammes du brûleur tirent directement dans le four, créant des températures allant de 300 degrés Celsius jusqu'à plus de 370 degrés Celsius. Le chauffage dure généralement plusieurs heures, permettant à l'eau d'être libérée graduellement. Les ingénieurs surveillent et ajustent soigneusement les contrôles, maintenant les températures stables dans différentes zones du four. Ce niveau strict de contrôle produit une poudre de gypse de haute qualité, prête à passer à l'étape de mélange suivante. Une fois le processus de chauffage terminé, la poudre de gypse est envoyée vers la zone de mélange pour être préparée en bouillie. Avant de mélanger tout le lot, les techniciens prennent un petit échantillon au laboratoire pour test. Là, la poudre est mélangée avec de l'eau, dans un ratio défini et combinée avec des additifs comme l'amidon ou des modificateurs de temps de prise. Le mélange est remué soigneusement, puis surveillé pour l'expansion, la résistance et le temps de prise. Les résultats sont comparés aux normes de qualité requises, aidant les ingénieurs à confirmer la stabilité de chaque lot de production. Grâce à cette étape de test, l'usine s'assure que le gypse allant vers la production de masse répond toujours au plus haut niveau de fiabilité. Une fois la formule finalisée, le système automatisé commence à mélanger la poudre de gypse avec de l'eau et des additifs dans le ratio exact. Chaque lot de matière première se transforme rapidement en une bouillie épaisse, prête pour l'étape suivante, le moulage. La plaque de plâtre n'est pas faite seulement de poudre de gypse à l'intérieur. Elle est fermement prise en sandwich entre deux couches de carton qui ajoutent de la résistance et empêchent le gauchissement. C'est pourquoi des rouleaux massifs de papier, s'étendant sur des centaines de mètres de long, sont alimentés dans la ligne de production comme composants essentiels. Des machines spécialisées déroulent et aplatissent soigneusement le papier, gardant la surface lisse et libre de plis. Les opérateurs restent vigilants, ajustant vitesse et tension pour que le papier s'aligne parfaitement avec la ligne. Juste après, la bouillie de gypse est puissamment pulvérisée sur la surface de papier aplati. Des buses haute vitesse répandent la bouillie uniformément, formant une couche continue et uniforme. Cela permet au noyau de gypse de se lier fermement avec le papier. Ensuite, la couche de bouillie de gypse répartie sur le papier passe à travers un système de rouleaux massifs pour définir son épaisseur précise. Ces rouleaux sont conçus pour tourner continuellement à vitesse régulière, pressant légèrement sur la surface du mélange. L'épaisseur d'une plaque de plâtre varie généralement de 9 à 15 mm, selon le type de produit que l'usine fabrique. Cette étape garantit que chaque panneau de plaque de plâtre sortant de la ligne a des dimensions cohérentes. Juste après que la couche de gypse est aplatie, un système de pulvérisation automatisé vaporise une fine solution sur la surface. Ce revêtement fonctionne pour éliminer les minuscules bulles d'air qui se forment durant le mélange et l'étalement. Si laissées non traitées, ces microbules pourraient créer des vides et affaiblir le panneau. La solution est habituellement de l'eau propre et filtrée, parfois mélangée avec des additifs pour améliorer l'adhésion. Une fois le panneau de plaque de plâtre complètement formé sur le convoyeur, il se déplace vers la zone de découpe automatique. Ici, des capteurs mesurent précisément la longueur de chaque panneau et envoient des signaux pour que les lames industrielles tombent en parfaite synchronisation. Les lames tranchantes fonctionnent continuellement, coupant les plaques en taille standard comme 2,5 mètres selon les besoins de production. La vitesse de coupe est soigneusement calibrée pour empêcher fissures ou déplacement de surface. L'étape suivante est cruciale. Chaque panneau de plaque de plâtre est plié, de sorte que l'emballage papier étreigne fermement le noyau de gypse à l'intérieur. Le système mécanique utilise des bras de levage et des guides automatiques pour plier la feuille en mouvement avec haute précision. Alors que le papier se plie, il forme une couverture robuste, maintenant le gypse en place et protégeant la surface des fissures. Sans cette couche de papier, le gypse s'effondrerait facilement, rendant le transport et l'installation difficiles. Après cela, les panneaux de plaques de plâtre sont déplacés dans une chambre de séchage massive pour retirer toute humidité excessive laissée dans le noyau. À l'intérieur, la température est maintenue entre 150 degrés Celsius et plus de 350 degrés Celsius selon l'étape, et chaque cycle de séchage dure environ 30 minutes. L'air chaud est uniformément distribué à travers tous les niveaux, s'assurant que chaque panneau sèche de manière cohérente de l'intérieur vers l'extérieur. Cette étape donne à la plaque de plâtre la dureté et la résistance dont elle a besoin avant de passer à l'étape de finition finale. Une fois les panneaux de plaques de plâtre secs et stables, ils passent à la ligne de scellement des bords. Des machines appliquent des bandes de papier spéciales le long des côtés de chaque panneau, protégeant et renforçant leur résistance. Les rouleaux de papier viennent pré-imprimés avec logos, détails de produits et normes techniques, fonctionnant continuellement pour garder tout le lot cohérent.
Ce processus non seulement empêche l'ébréchement des bords durant le transport, mais donne également aux fabricants une reconnaissance de marque claire. Des chariots élévateurs transportent des piles de plaques finies vers la zone de stockage où elles sont soigneusement arrangées en haut bloc. Grâce à ce système, des milliers de panneaux de plaques de plâtre peuvent être stockés efficacement, prêts à remplir de grandes commandes. Lorsqu'une commande arrive, des chariots élévateurs chargent chaque lot de plaques de plâtre sur des camions spécialisés. De là, la flotte sort de l'usine, livrant les panneaux vers des chantiers de construction et distributeurs à travers le marché. Une fois que les panneaux de plaques de plâtre quittent l'usine, ils sont faciles à installer grâce à leur légèreté, leur durabilité et leur rapidité de mise en œuvre. En Europe, et particulièrement en France, plus de 85% des nouvelles constructions utilisent aujourd'hui des plaques de plâtre pour les murs et cloisons intérieures. Le coût est également abordable, seulement quelques euros pour une plaque standard, en faisant un choix économiquement avantageux. Sa commodité et son économie ont fait de la plaque de plâtre un matériau presque indispensable dans la construction moderne. En France, des marques comme Placo ont même popularisé le terme au point qu'il est devenu synonyme de plaque de plâtre dans le langage courant, témoignant de son omniprésence dans le secteur du bâtiment. En Europe, le recyclage des panneaux de plaques de plâtre est devenu un processus commun et largement pratiqué. En moyenne, chaque plaque de plâtre dure entre 30 et 50 ans dans un bâtiment. Lorsqu'une structure est démolie, la plaque de plâtre n'est pas simplement jetée comme déchet ordinaire. Elle est collectée pour recyclage, permettant aux travailleurs de démonter et trier, donnant au matériau une nouvelle vie. Une fois collecté, le matériau est transporté vers des usines de recyclage en volume atteignant des dizaines de milliers de tonnes chaque mois. La plaque de plâtre recyclée coûte 2 à 3 fois moins que le gypse extrait des carrières. De plus, elle peut être recyclée jusqu'à 10 fois tout en maintenant presque la même qualité. Contrairement aux États-Unis, l'Europe a développé une technologie de recyclage avancée qui permet au papier recyclé d'être ajouté dans les panneaux de plaques de plâtre. Cette méthode non seulement renforce la liaison du produit, mais réduit également la quantité de matière première qui doit être extraite. Le papier recyclé provient principalement de déchets industriels et domestiques, soigneusement triés pour retirer les impuretés. Lorsque combiné avec le gypse, il crée un matériau de construction à la fois durable et respectueux de l'environnement. Et c'est ainsi que s'achève le voyage fascinant d'une plaque de plâtre. La plaque de plâtre n'est pas seulement présente dans la plupart des maisons. Elle peut également être recyclée plusieurs fois pour alléger le fardeau sur l'environnement. Un matériau qui semble simple au premier abord, porte en réalité une longue histoire de technologie et durabilité. Des mines de gypse massives jusqu'aux usines de recyclage avancées, chaque étape témoigne d'une industrie qui continue d'évoluer vers plus de durabilité. Et maintenant, regardez autour de vous et répondez à cette question. Combien de murs dans votre maison sont probablement faits en plaques de plâtre sans que vous ne l'ayez jamais remarqué? Parce que, au final, ce matériau est devenu invisible tellement il est partout. Écrivez votre réponse en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Léger, pratique et rapide à installer, le placo-plâtre est utilisé dans presque tous les bâtiments modernes. Pourtant, derrière ces cloisons se cache un matériau bien plus important, sans quoi nos maisons n'existeraient pas. Le ciment. Le ciment est bien plus qu'un simple matériau. C'est le liant de la civilisation moderne. On le retrouve partout, dans les routes, les ponts, les gratte-ciels, les tunnels, les barrages et même dans les habitations les plus modestes. Il sert à unir les briques, les pierres et les blocs, formant la base du mortier et du béton, ce dernier étant, après l'eau, la substance la plus utilisée sur Terre. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du processus fascinant de fabrication du ciment, depuis l'extraction des roches à ciel ouvert jusqu'à la mise en sac du produit fini, en passant par la chimie invisible qui se cache dans les fours géants. Nous découvrirons également son histoire millénaire et la révolution qu'il a provoquée dans le monde de la construction. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos documentaires. L'idée d'un liant minéral ne date pas d'hier. Les premières civilisations, il y a plus de 5000 ans, utilisaient déjà des mélanges rudimentaires, capables de solidifier les constructions. Les Égyptiens, par exemple, combinaient argile, paille et gypse calcaire pour créer des briques séchées au soleil, qui servaient à bâtir leurs habitations et leurs temples. Mais ce sont les Romains qui ont perfectionné cet art. Entre 200 ans avant Jésus-Christ et 100 ans après Jésus-Christ, ils mélangèrent de la chaux avec de la cendre volcanique et du sable fin. Ce mélange formait un liant d'une solidité impressionnante appelé opus caementitium, d'où vient le mot ciment. Les ouvrages qu'ils ont laissés, comme le Panthéon de Rome ou les aqueducs de Ségovie, sont encore debout aujourd'hui, preuve de l'efficacité de leur technologie. Leurs coupoles et voûtes monumentales
repose toujours sur ce matériau d'ingénierie avant-gardiste. Il fallut toutefois attendre 1824 pour voir naître le ciment moderne, lorsqu'un maçon anglais, Joseph Aspdin, déposa le brevet du ciment Portland. Son nom vient de la ressemblance entre la teinte du ciment durci et celle de la pierre de Portland extraite sur la côte sud de l'Angleterre. Ce fut le point de départ d'une nouvelle ère pour l'architecture et l'industrie. Tout ciment commence sa vie dans la roche. Les principaux ingrédients, calcaire, argile, sable et minerai de fer, proviennent de carrières massives, souvent situées à proximité immédiate de l'usine. Le choix du site est stratégique. Il doit minimiser le transport, car chaque tonne de matière déplacée coûte du temps, du carburant et de l'énergie. L'extraction démarre par une scène spectaculaire, une détonation contrôlée. Des foreuses percent le sol sur plusieurs mètres de profondeur. Les trous sont ensuite remplis d'explosifs à base de nitrate d'ammonium, soigneusement dosés pour fracturer la roche sans la pulvériser. L'ensemble est relié par un réseau de câbles jusqu'au détonateur principal. Quelques secondes après l'allumage, la montagne gronde, le sol tremble. Une explosion parfaitement calculée libère jusqu'à 200 000 tonnes de calcaire en un seul tir. Les blocs arrachés sont aussitôt chargés dans de gigantesques camions miniers d'une capacité d'environ 60 tonnes chacun. Des pelles hydrauliques équipées de godets de 12 mètres cubes peuvent soulever jusqu'à 17 tonnes de pierre à chaque mouvement. Ces roches, destinées à devenir la base du ciment, entament alors leur long voyage vers l'usine. La première étape industrielle consiste à réduire la taille de ces blocs de roches. Les camions les déversent dans un concasseur primaire, une machine massive équipée de marteaux ou de mâchoires d'acier trempé. Sous l'impact, les blocs se fragmentent en morceaux de la taille d'une balle de tennis. Cette opération, appelée broyage primaire, permet de faciliter la manipulation et l'homogénéisation de la matière. Les morceaux de pierre sont ensuite transportés par convoyeur à bande jusqu'à la zone de stockage, où ils sont empilés en couches alternées dans un processus de pré-homogénéisation. L'objectif est d'uniformiser la composition chimique des matériaux provenant de différents fronts de carrière. Puis vient le dosage. Des systèmes automatisés, contrôlés par le laboratoire central, pèsent et mélangent précisément le calcaire, l'argile, le minerai de fer et le sable selon la recette chimique du ciment visé. Ce mélange calibré est envoyé dans un broyeur à galets ou un broyeur à boulets où il est finement pulvérisé jusqu'à obtenir une poudre grise extrêmement fine appelée farine crue. Cette farine crue possède une composition chimique soigneusement équilibrée, environ 75% de carbonate de calcium, 20% de silice et de petites quantités d'alumine et d'oxyde de fer. Une fois broyée, elle est envoyée dans de grands silos d'homogénéisation où de puissants flux d'air la brassent en continu afin d'assurer une parfaite uniformité. C'est maintenant que la magie de la chimie opère. La farine crue entre dans la tour de préchauffage, une structure imposante de plusieurs dizaines de mètres de haut équipée de cyclones successifs. À mesure qu'elle descend de cyclone en cyclone, elle est balayée par un courant d'air chaud remontant du four rotatif. En quelques secondes, sa température passe de la température ambiante à 850 degrés Celsius. À ce stade, la farine subit la calcination. Le carbonate de calcium se décompose, libérant du dioxyde de carbone et se transformant en oxyde de calcium, autrement dit de la chaux vive. Ce phénomène chimique marque le début de la transformation du minéral. La matière ainsi préparée est ensuite introduite dans le four rotatif, une immense chambre cylindrique inclinée, longue de plus de 60 mètres, qui tourne lentement sur elle-même. À l'intérieur, la température atteint 1450 degrés Celsius, assez pour fondre partiellement la roche. C'est là, dans ce cylindre incandescent, que se forme le clinker, une matière grumeleuse composée de nodules durs, denses et sphériques de couleur grise. Le clinker est le cœur du ciment. C'est lui qui, une fois broyé et mélangé à du gypse, donne au matériau sa capacité à durcir au contact de l'eau. Pour garantir sa qualité, le four fonctionne sans interruption, 24 heures sur 24, toute l'année, car un seul arrêt provoquerait le refroidissement du four et la solidification de la matière à l'intérieur. Lorsque le clinker quitte le four, il est encore à 1000 degrés Celsius. Il passe alors dans un refroidisseur à grille où un souffle d'air puissant abaisse sa température à environ 100 degrés Celsius. La rapidité de ce refroidissement est cruciale, trop lent, et les cristaux se forment mal, réduisant la résistance mécanique du ciment futur. Une fois refroidi, le clinker est acheminé vers des broyeurs à boulets, où il est à nouveau réduit en poudre. Mais cette fois, on y ajoute de petites quantités de gypse, environ 5% pour contrôler le temps de prise du ciment. Sans ce régulateur, le ciment durcirait presque instantanément dès qu'il entrerait en contact avec l'eau. Selon les types de ciment souhaités, on peut également y incorporer d'autres ajouts, du laitier de haut fourneau, de la pouzzolane naturelle ou des cendres volantes issues de centrales thermiques. Le broyeur, un cylindre d'acier garni de milliers de billes métalliques, tourne sur son axe.
À chaque rotation, les billes retombent en cascade sur la matière, la broyant par choc et abrasion. Peu à peu, le clinker et les additifs deviennent une poudre homogène et extrêmement fine, le ciment tel que nous le connaissons. Tout au long du processus, des prélèvements sont réalisés pour analyse. Dans les laboratoires, des spectromètres vérifient la composition chimique, tandis que des essais mécaniques mesurent la résistance à la compression. La finesse de mouture, la proportion de particules fines et le temps de durcissement sont également rigoureusement contrôlés. Une fois validé, le ciment est stocké dans de vastes silos métalliques avant d'être dirigé vers la ligne d'ensachage. Des ensacheuses automatiques à grande vitesse remplissent des sacs en papier craft multicouches résistant à la déchirure et à l'humidité. Chaque sac contient 50 kg de ciment, pesé avec une précision millimétrique par des balances électroniques. Les sacs sont ensuite empilés sur des palettes et filmés pour le transport. Le ciment peut aussi être livré en vrac dans des camions-citernes destinés aux centrales à béton et aux grands chantiers. Aujourd'hui, le ciment est au cœur du monde moderne. Chaque année, l'humanité en produit plus de 4 milliards de tonnes, soit plus d'une demi-tonne par habitant sur Terre. Des gratte-ciels de Dubaï aux ponts suspendus de Chine, des autoroutes américaines aux barrages africains, le ciment façonne notre environnement quotidien. Mais sa production, énergivore et émettrice de CO2, soulève aussi de nouveaux défis. De plus en plus d'usines innovent en intégrant des énergies renouvelables, des fours plus efficaces et des ciments verts à empreinte carbone réduite. Ainsi se conclut le long voyage du ciment, une aventure où la pierre devient poudre, où la chimie rejoint l'ingénierie et où l'humanité transforme la matière brute en architecture durable. Derrière chaque immeuble, chaque pont, chaque maison, se cache cette poussière grise née du feu, du temps et du savoir-faire humain. Si ce documentaire vous a plu, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.